Bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la dernière conférence de l'année en présence de Monsieur Thébault, Luc Thébault. Luc Thébault voulait sauver le monde. Il est un enseignant-chercheur et il a été en particulier professeur d'économie et politique de l'environnement à AgroSup à Dijon. Il a été également, entre 83 et 85, conseiller technique au cabinet de la ministre de l'Environnement, Huguette Bouchardot. Luc Thébault est par ailleurs ami de l'Algérie, habité par la Méditerranée et par l'altérité sous toutes ses formes. À Rennes, il dirige la Maison de la Méditerranée qui œuvre au rapprochement des peuples des deux rives. Il est co-réalisateur avec Caroline Philibert d'un film « À chacun son Algérie ». Il propose de nombreuses conférences, parmi lesquelles « Diversité du patrimoine religieux de l'Algérie »,« Fruits et légumes de la Méditerranée », l'architecture néo-mauresque en Algérie. Il nous a présenté en vidéoconférence en janvier dernier les îles dans les relations entre la France et le Maghreb. Aujourd'hui, il est là, réellement avec nous, et nous présente l'histoire de l'Algérie dans la BD. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas où vous avez trouvé tout ça, mais c'est bien. Enfin, bon. Oui, donc, on va parler de l'histoire de l'Algérie. Alors, je précise tout de suite que dans une vie antérieure, en particulier au XXe siècle, j'étais enseignant-chercheur. Mais là, ce que je vous dis, c'est des trucs d'amateurs. Hein. Je suis amateur de bande dessinée depuis 70 ans et amateur de l'Algérie depuis 60 ans. Voilà. Mais je ne suis pas scientifique de tout ça. Voilà. Donc, et en particulier, mon exposé, ça ne sera pas systématique. Je vais manquer énormément de bandes dessinées, y compris des très bonnes, et je vais sauter des siècles et des siècles d'histoire, parce qu'on ne peut pas tout dire, et voilà, c'est un peu pointilliste. Alors, donc là, c'est, voilà, donc le plan que je vais suivre, hein, je vais d'abord présenter un peu l'histoire des bandes dessinées, en France-Algérie. Je vais étudier surtout des bandes dessinées françaises et algériennes, mais aussi belges, espagnoles, marocaines, etc. Donc un peu l'histoire de la bande dessinée par rapport à l'Algérie. Et après, je suivrai un plan qui va être chronologique, non pas sur la chronologie des bandes dessinées et leurs éditions, mais sur la chronologie des faits qui sont rapportés plus ou moins exactement, avec quelquefois beaucoup de déformations voulues, romancées, etc. Voilà. Donc, si on commence par le Festival d'Angoulême, dont on a beaucoup parlé hier, dans les médias sur un autre sujet, il a consacré une année, il y a 10 ans, à la BD algérienne. À Alger, chaque année, il y a un festival international de bande dessinée. Alors, j'ai pris quelques-unes des affiches année par année de ce festival algérois même, des bandes dessinées, parce que dedans va apparaître un élément d'architecture que vous allez suivre, qui apparaît discrètement au début et que vous allez voir dans toutes les affiches de tout ça. C'est le Makam Chahine, hein, qui est un peu la tour Eiffel de l'Algérie, hein, qui a été construite en 1988 à peu près, et dont les Algérois sont très fiers, et qui est un peu pour eux l'équivalent de la tour Eiffel. Alors cette tour Eiffel, justement, elle va apparaître aussi quand on va parler dans l'histoire de l'Algérie de l'émigration, et en particulier ici du 17 octobre 1961 à Paris. Voilà. Bon, alors, ce que je voulais faire sur ce petit schéma un peu prétentieux, c'est de bien se rappeler que ces bandes dessinées dont on va parler, elles ont été publiées, dessinées, éditées, pour la plupart au 20e, 21e, quelques-unes au 19e, et elles vont rapporter des faits qui ont 100 ans, 1000 ans ou 2000 ans derrière. Mais qu'en plus, on va les lire aujourd'hui, c'est-à-dire quelquefois quelques années, mais quelquefois plus d'un siècle, après que les bandes dessinées soient parues, qui elles-mêmes rapportaient des faits bien antérieurs. Donc il faut bien avoir en tête ce décalage, hein, avec le fait que forcément on combine chacun, selon notre personnalité, on combine un point de vue français ou un point de vue éventuellement algérien sur ces différentes bandes dessinées, sur leurs caractéristiques artistiques et surtout,
on va le voir, sur les événements qu'il relate, qui peuvent être quelquefois assez antagoniques selon qu'on se place d'un point de vue français ou d'un point de vue algérien. Alors, les précurseurs, comme chacun sait, une des premières, c'est pas tout à fait une bande dessinée, c'était ce qu'on appelait la littérature en estampes, c'est Rodolphe Töpffer, qui était en Suisse, et sa première bande dessinée, ou sa première estampe, qu'il a sortie en 1830, donc l'année de l'invasion de l'Algérie par les Français, et bien ça se passe justement à Alger, où on voit monsieur Cryptogame qui va par hasard en Algérie, alors que personne à l'époque l'avait, en gros, dans le grand public, n'avait mis les pieds en Algérie, et donc monsieur Cryptogame en Algérie va déclencher des tas de catastrophes, et en partie un gigantesque incendie qui va faire fuir de l'Algérie, on l'appelait encore l'Algérie, la région d'Alger, tous les Arabes, entre guillemets, et les lions qui vont être obligés de se jeter à la mer. Voici pour l'histoire de M. Cryptogame. Peu de temps après, on a le sapeur Camembert. Le sapeur Camembert, dont évidemment, je pense, parce que je ne pense pas être tellement le plus... Enfin bref, où il y a beaucoup de personnes de ma génération, donc je pense que beaucoup ont lu le sapeur Camembert, et avec son style inimitable, Camembert s'introductionne avec sa baïonnette et prudence dans la Cassine et demeure pétrifié au visuel d'une petite créature naturelle qui braillait comme une tourte et gigotait des quatre pattes comme une couleuvre. Alors ce petit bébé qu'il arrache d'une mort certaine parce qu'il y a eu le bombardement par l'armée française, c'est un petit bébé de la tribu des Flitas, c'est la révolte des Flitas en 1864, donc 35 ans après le début de l'invasion, donc du côté de Rélisane, dans le shérif, et une révolte qui a été célébrée par le fait que l'empereur, Napoléon III évidemment, accorde la grâce à cette tribu qui s'était révoltée contre la France. Alors, je saute quelques décennies, on arrive en 1881, c'est l'invasion de la Tunisie par la France, avec cette bande dessinée, c'est pas vraiment non plus une bande dessinée, cette image d'Épinal, où l'on voit en particulier ces Kroumir qui massacrent les Français à la frontière franco-tunisienne, c'est-à-dire du côté de Beaune. Voilà, ces Kroumir qui servent de prétexte donc à l'invasion, à l'occupation de la France, de la Tunisie. Alors, un document que j'utilise beaucoup, même si ce n'est pas du tout un album de bande dessinée, mais c'est un très très bon manuel d'histoire qui a été utilisé en Algérie pendant pas mal de temps, une histoire croisée de France-Algérie qui a été écrit en particulier par Max Marchand. Pour ceux qui connaissent Max Marchand, c'est un des 6 inspecteurs des centres sociaux de Germaine-Tillon qui a été assassiné par l'OAS en mars 1962, en même temps que Mouloud Feraoun et 4 autres inspecteurs des centres sociaux. Donc Max Marchand, et avec les illustrations de Henri Dintre, dans ce manuel, on a à chaque fois une page. La page de gauche, c'est la Gaule, la France ou avant la Gaule. La page de droite, c'est l'Algérie ou avant la Namibie. Donc c'est très pédagogique, très intéressant et relativement respectueux de l'histoire des Algériens, si l'on veut, même si évidemment c'est un livre qui s'inscrit dans un système colonial. Alors, du côté de l'Algérie, il faut préciser que le dessin en arabe, ça se dit Rassim. Il se trouve qu'un des grands dessinateurs, peintres algériens, miniaturistes exactement, c'est Mohamed Rassim, qui a été assassiné en 1975, mais qui a illustré beaucoup de choses dans la première moitié du XXe siècle. Mohamed Rassim, miniaturiste. Voilà. Donc c'est pas non plus, excusez-moi, une bande dessinée. Voilà. Alors après la bande dessinée en Algérie, elle naît pratiquement avec la naissance de cet hebdomadaire qui était assez intéressant, assez ouvert, bien confus à l'époque de sa création sous le régime assez dur du colonel Boumedienne. C'était assez ouvert, et c'est dans ce cadre-là qu'est parue la première bande dessinée algérienne par Mohamed Aram, qui est mort il y a 2 ans. C'était l'histoire donc un peu d'un super-homme qui s'appelait Nar, c'est-à-dire le feu, avec sur son excusez-moi, comment je fais pour avoir voilà, ça doit être ça, non? Voilà, vous voyez la lettre Noun, qui a été très à la mode en France il y a 5-6 ans, la lettre N, donc Nar comme le feu, donc je raconte pas l'histoire. À chaque fois je ne raconte pas l'histoire, même si celle-là est difficile à se procurer.
Mais ça se passe quand même, l'intérêt, bien qu'on est complètement dans la science-fiction, mais ça se passe quand même, comme le dit le titre, une sirène à Sidi Ferruch. Hein. Sidi Ferruch, c'est l'endroit où les Français ont débarqué le 14 juin 1830. Voilà. Donc voici la première planche de bande dessinée, donc parue dans Algérie Actualité. La première bande dessinée proprement dit, c'est mon ami Slim qui l'a écrite en 1968. Hein. C'est Mustapha et les Belgacem. Hein. On voit donc là, évidemment, dans son style un peu simple, surtout à l'époque, c'est devant la prison Barberousse, hein, avec donc Moustache. Non, j'ai dit Mustapha, excusez-moi, c'est Moustache. Moustache et les Belgacem. Les Belgacem, c'est les méchants. Hein. Voilà, Moustache, c'est le héros. Donc voilà la bande dessinée aussi. Après la première revue algérienne, cette fois, de bande dessinée, c'est Pridesh. Hein. Pridesh, c'est un personnage un peu traditionnel dans les histoires, surtout en Kabylie. C'est le petit malin en particulier qui va arriver à couper la tête des îles. Hein. Donc cette revue qui va apparaître pendant 5 ans, avec un certain nombre d'auteurs qu'on va retrouver, et en particulier un qu'on ne va pas retrouver, mais que vous connaissez peut-être parce qu'il écrit beaucoup dans les journaux français, Slimane Zeridour, hein, qui a été dessinateur. Voilà. Voilà. Alors, ça c'était un peu pour présenter la naissance de la bande dessinée en France, enfin en Suisse, pardon, et en Algérie. Alors après, je voulais juste vous présenter quelques bandes dessinées qui prétendent raconter un peu toute une histoire. Alors, celle que j'ai pas mal utilisée, elle est en 4 tomes, c'est l'histoire du Maroc. Hein. L'histoire du Maroc, c'est une histoire un peu lourdingue au niveau... c'est très détaillé, il y a plein de détails, forcément partiaux, c'est le point de vue du Maroc, donc plusieurs fois ça va croiser l'histoire de l'Algérie, évidemment. Hein. En particulier, là, cette histoire, cet aspect quand les Français vont occuper le Touat et le Tidiket, hein, qui est aujourd'hui algérien et qui, pour les Marocains, était à l'époque considéré comme marocain. Je n'insiste pas, ça pourra faire l'objet d'un autre échange. Donc, première histoire un peu globale, l'histoire du Maroc. Plus récemment, Benjamin Stora a rédigé le texte dessiné par Nicolas Lestan, l'histoire dessinée des Juifs d'Algérie. Il a aussi parcours à peu près 2000 ans d'histoire. Hein. Avec un dessin qu'on peut ou pas aimer, mais enfin qui est très intéressant, avec quand même toute le sérieux et l'autorité de Benjamin Stora, historien. Ce qui n'est pas toujours évidemment le cas de tous les scénaristes que l'on va voir. Alors là, ce sont des planches espagnoles, dessinées par Luis Garcia et écrites par Felipe Hernández Cava. Ce sont une commande du gouvernement algérien à ces deux auteurs assez connus pour illustrer un certain nombre de faits de la résistance algérienne depuis des siècles. Voilà. Malheureusement, le projet du côté algérien, du gouvernement algérien, n'a pas abouti. Donc, les auteurs espagnols ont publié, il y a 25 ans, en Espagne, sous le titre Argelia, ces planches-là, qui sont assez décousues. Hein. C'est difficile à suivre, surtout qu'ils parlent souvent d'événements très peu connus. Moi-même, qui connais un peu quand même l'histoire de l'Algérie, il y a des événements que je ne connaissais pas. Mais c'est surtout un peu décousu. Voilà. Et donc, ça a été republié en français sous le titre El Jazair, hein, qui veut dire Algérie. Voilà. Alors, autre bande dessinée qui couvre un siècle et demi d'histoire, hein, une bande dessinée algérianiste, hein, éditée par les Pieds Noirs, par le cercle algérianiste de, je crois que c'est d'Aix-en-Provence, voilà, qui raconte l'épopée d'une famille Pieds Noirs, comme on ne disait pas encore à l'époque, depuis 1830 jusqu'à l'indépendance. Hein. On va retrouver cette bande dessinée qui est assez intéressante. Autre histoire un peu globale, mais qui ne parle pas évidemment que de l'Algérie, c'est la petite histoire des colonies françaises par Jarry et Autoté. Donc là, c'est un dessin très simpliste, mais c'est très bien fait. Bon, c'est ironique, hein, c'est ironique, mais c'est bien documenté. Voilà. Alors, voilà, j'en ai fini pour ma présentation générale des bandes dessinées. Et maintenant, on va suivre un plan chronologique en ce qui concerne les faits qui sont dessinés, rapportés par ces bandes dessinées. Donc, on commence avant la colonisation,
2000 ans en arrière, plus de 2000 ans, Jugurtha, hein, le célèbre Jugurtha, qui a fait l'objet de toute une série de bandes dessinées dans les années 70, hein, qui commençait par des bandes dessinées qui se prétendaient relativement proches de l'histoire de Jugurtha telle qu'on la connaît, hein, telle qu'on la connaît en particulier par l'œuvre de Jean Amrouche, mais aussi par des auteurs latins, etc., mais qui petit à petit va s'écarter assez loin, et ça va être vraiment quelque chose de fiction. Donc ça raconte un peu l'histoire de la Numidie, et en particulier de sa capitale, Cirta, Constantine aujourd'hui, hein, qui va, et du roi Jugurtha qui y règne. Voici, pour vous donner une idée quand même de l'interprétation pour ceux qui connaissent Constantine, ou au moins des images de Constantine, voilà comme le dessinateur représente Cirta, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît de Constantine au niveau du relief. Bon, enfin, peu importe. Voilà. Et donc, Jugurtha, à la fin, comme on le sait, trahi par Bacchus, son beau-père, va être prisonnier des Romains et ramené à Rome, où il va mourir. Voilà. Alors, si on saute, je saute 2 siècles, on arrive à un très très grand écrivain algérien, si on peut dire, avec un anachronisme, latin en tout cas, Apulé, hein, Apulé en 150, qui a écrit deux œuvres qui ont été adaptées par des auteurs de bandes dessinées assez connus, et en particulier des auteurs un peu spécialisés dans les bandes dessinées érotiques. Hein. Il y a Les Sorcières de Thessalie par Pichard, Georges Pichard, qui est assez connu des amateurs de bandes dessinées un peu érotiques. Et donc voilà, il est Apulé et de Mador, là, du côté de Guelma, Annaba. Aujourd'hui, ça s'appelle le Daourouch. Hein. On est donc en 150 après Jésus-Christ. Et l'autre bande dessinée très connue, enfin l'autre œuvre d'Apulé qui va faire l'objet de bande dessinée, c'est L'Âme d'Or, illustrée par Manard. Bon, l'inconvénient, c'est que L'Âme d'Or ne se passe pas beaucoup en Algérie, enfin en Numidie, se passe plutôt en Grèce et en Italie, donc les paysages représentés par Manara, on ne peut pas les comparer à des paysages algériens existants. Et donc, juste à côté de Mador, mais 2 siècles après, eh ben, on a Monique qui arrive. Voilà. Monique l'Africaine, voilà. Je pense qu'il y a quelques Moniques dans la salle, c'est un prénom de ma génération. Voilà, Monique l'Africaine, donc il est à Tagaste, aujourd'hui Soukaras, hein, et qui va évidemment être surtout connu pour être la maman de Saint-Augustin. Voilà, toujours né lui aussi à Tagaste, Soukaras. Voilà, donc là on est autour de 400 après Jésus-Christ. Donc vous voyez, je vais assez vite, mais il faut qu'on libère la salle. Voilà. Alors, je suis évidemment de mauvaise foi parce que j'ai rien à vous dire entre 400 et 600. Donc, alors là, je retourne à l'histoire d'Égypte d'Algérie avec un personnage qui est évidemment très emblématique pour les Juifs d'Algérie en général, mais même pour tous les Algériens et même pour tous les Maghrébins, les Tunisiens, les Marocains, les Berbères, en fait, toutes les catégories vont se retrouver dans ce personnage d'Ilia, son nom c'était Diria, mais son surnom c'est la Kaïna, c'est-à-dire la prêtresse si on veut, hein, qui va résister. Là on est au début de l'invasion ou de l'invasion arabe, hein, de l'ouverture, comme on dit, vous voyez, pour la France on dit la conquête de l'Algérie ou l'occupation par les Français, pour l'islam on dit soit l'invasion arabe ou alors l'ouverture à l'islam. Voilà. Donc, la Kaïna qui va s'opposer aux Arabes et en particulier à Sidi Oqba, hein, en particulier dans son fief de Djerawa, dans l'Aurès, hein, Djerawa qui est un des étymons sans doute, peut-être, enfin, d'après des amis tunisiens, de Djerba, hein, puisque, voilà. Bon, peu importe, on ne va pas lancer dans l'étymologie, donc là on est en 698, c'est les fils de la Kaïna aussi qui vont résister aux Arabes et à l'islamisation, et en particulier qui vont tuer Sidi Oqba, qui lui venait d'Arabie, hein, qui venait d'Arabie, avec son cheval qui est arrivé jusqu'à l'océan Atlantique, donc jusqu'au Maroc actuel, hein, et là il ne pouvait pas aller plus loin puisqu'il y a l'océan, il revient, et en revenant sur ses pas, à Sidi Oqba, donc au pied des Aurès, au piémont saharien de l'Aurès, il se fait tuer. Voici pour Sidi Oqba. Là, je saute beaucoup de siècles, excusez-moi, c'est pas que j'ai pas trouvé, c'est que j'ai pas cherché sur les grands événements qui se sont passés
c'est-à-dire les dynasties almohades, almoravides, les Irides et tous ces gens-là. Je n'ai pas cherché. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses, sinon j'aurais trouvé dans ma collection. Voilà. Donc on en arrive au règne de l'Algérie ottomane, hein, le règne de l'Algérie ottomane, avec en particulier les frères Barberousse, hein, les deux frères Barberousse, Bab Arouche et Khaireddin Barberousse, hein, qui vont être appelés à la rescousse pour protéger les côtes algériennes, hein, contre les Espagnols. Hein. Et Barberousse va libérer le Pénion, le petit îlot, le Pénion, qui était au large d'Alger, qui a donné son nom à Alger. Alger en arabe c'est Jezaïr, hein, ça veut dire l'îlot, hein, plutôt les îles. Hein. Il y avait 3-4 petites îles au large d'Alger qui étaient occupées par les Espagnols. Hein. Les Espagnols ont leur particularité sur plusieurs siècles, comme ça, d'occuper des petits îlots au large des côtes, en particulier nord-africaines. Ça fait un peu un poil à gratter. Bon, Barberousse les a mis à la porte et a relié ces îlots à la côte, à la ville d'Alger, enfin, ce qui allait être la ville d'Alger, par ce qu'on appelle la digue de l'Amirauté. Voilà donc alors sur cette digue de l'Amirauté, il y a un certain nombre d'événements que vous connaissez tous, puisque c'est un des monuments de Brest, hein, c'est la consulaire, hein, qui est le canon sur lequel le père Levaché, qui était en poste à Alger, après avoir été en poste à Tunis, se fait déchiqueter. Alors, je saute encore 2 siècles. Cette bande dessinée avec un historien, politiste et historien assez réputé, Jean-Pierre Filiou, qui raconte de manière globale les relations des États-Unis avec le Moyen-Orient, et en particulier, c'est les vignettes que j'ai mis ici, c'est les guerres barbaresques, qui sont les premières guerres menées par les tout jeunes États-Unis en dehors de l'Amérique. Hein. Les guerres barbaresques contre Tripoli de Libye et contre Alger. Hein, puisque, en gros, en 2 mots, hein, les barbaresques avaient un accord avec l'Angleterre pour ne pas attaquer les bateaux anglais, hein, qui passaient au large, mais à partir du moment où les États-Unis ne sont plus anglais, ben on va les attaquer, et du coup, les États-Unis ripostent, et ça fait l'objet d'une chanson très connue aux États-Unis, qui est reprise d'une chanson des Anglais, les Côtes du Haute-Barbarie, qui sont une des chansons de marche des Marines américains, qui font référence à la Berbérie, à la barbarie. Voilà. Donc, voici pour les guerres barbaresques des États-Unis, donc qui ont duré, pas qui ont duré, mais qui se sont étalées sur une dizaine d'années. Et pendant ce temps-là, disons, les rivalités entre la régence d'Alger, enfin, toutes les régences barbaresques, hein, Alger, Tunis, Tripoli, et les pays européens ou aux États-Unis, c'était à la fois la piraterie, hein, dans les deux sens, hein, il y avait des pirates dans les deux sens, de l'esclavage dans les deux sens, même si l'esclavage du côté nord-africain a duré plus longtemps que du côté européen, mais il y avait aussi alors, pour les Espagnols, il y avait les Péniones, mais qui étaient surtout des bastions militaires. Pour les Français, il y avait le bastion de France et puis la Gala. Gala, qui est un petit îlot au large, un peu à l'est de Annaba, en allant vers la frontière tunisienne, et qui a été concédé successivement à divers entrepreneurs français de Marseille, de Corse, ou aux frères Bakri et Busnach. Et alors, c'est ces frères Bakri et Busnach, un commerçant algérien, de Livourne, c'est des commerçants juifs de Livourne et d'Algérie, qui ont approvisionné avec du blé algérien la toute jeune Révolution française, et puis ne dit pas que la France ne paye pas. Un jour, en 1927, tout le monde connaît cette image-là, parce que dans ma génération, qui est, je pense, en partie la vôtre, dans tous les manuels d'histoire, on a ce soufflet, le chasse-mouche du dé d'Alger au consul de France, hein, et qui va, soi-disant, provoquer, être le déclencheur de l'invasion qui aura lieu 3 ans plus tard par la France. Alors, voici donc, on arrive donc à la conquête
ou à l'occupation par la France, donc 14, je ne sais jamais si c'est le 14 ou le 15 juin 1830, le débarquement à Sidi Frege comme on l'écrit aujourd'hui en algérien, mais Sidi Ferruche comme on l'écrivait dans l'histoire de notre époque en français, Sidi Frege. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est toute une série de bandes dessinées, de petites bandes dessinées qui sont parues en 1930, c'est-à-dire au moment de ce qu'on a appelé le centenaire de l'Algérie française, hein, qui représentait sous forme assez anecdotique, mais assez bien dessinée, des anecdotes qui se passent en juin, juillet et août 1830. Donc c'est vraiment tout frais, le début de la conquête. Hein. Alors, évidemment, c'est assez à la gloire des militaires, c'est quelquefois un peu raciste. Là, j'ai mis juste cette belle histoire de Sans chemise et sa panthère. Hein, Sans chemise, donc un des soldats français qui va trouver dans le parc zoologique du Dey d'Alger une jeune panthère qu'il va apprivoiser, et finalement son chef lui dit qu'il faut s'en débarrasser, et du coup, il va le donner, et la jeune panthère finira sa vie au jardin des plantes. Voilà. Alors, du côté algérien, je vais essayer pour les événements qui suivent de mettre à la fois le point de vue par des bandes dessinées françaises ou européennes et par des bandes dessinées algériennes. Du côté algérien, on a cette bande dessinée de 1985, donc assez précoce, bon, elle a été rééditée, mais de Tenani, le fusil chargé, qui raconte la résistance qui, à partir du 15 juin 1830 et surtout du 5 juillet 1830, la prise d'Alger, en particulier le fort l'Empereur qui explose là, et ben les tribus du Quad qui entourent Alger vont se réunir, en particulier à Tamantefoust, hein, c'est aujourd'hui Cap Matifou, pour organiser une résistance, mais qui ne va pas fonctionner dans le proche algérois. Voilà. Par contre, ce qui va fonctionner longtemps, c'est l'émirat Abdelkader, hein, l'émirat Abdelkader qui évidemment est très présent dans la bande dessinée algérienne et dans toute l'iconographie algérienne. Il était aussi dans les manuels d'histoire français dont j'ai bénéficié il y a 60 ans, évidemment, puisque évidemment Abdelkader, à la fois grand ennemi, courageux ennemi de la France, et après grand ami de la France, etc. Bon. Donc l'émir Abdelkader, dont le royaume, c'est des pétatoïdes un peu approximatives, s'étend à peu près sur tout l'ouest de l'Algérie et le centre, hein, et qui, un jour après plus de 10 ans de guerre, hein, en 1847, hein, épuisé, ayant été, certains disent trahi, en tout cas, n'ayant pas pu conclure, n'ayant pas pu bénéficier du soutien du Maroc, qui entre-temps a été quand même bombardé sérieusement par la France, un bombardement de Tanger, la bataille d'Isli, tout ça. Donc le Maroc a été découragé par la France de soutenir Abdelkader. Abdelkader tout seul finalement va se rendre d'abord à la Mauricière et puis après officiellement ici au duc d'Aumale. Non, c'est le contraire. Ici c'est la Mauricière, je pense. Et après il va se rendre au duc d'Aumale, dans le fils des rois. Il se rend donc dans l'extrême ouest algérien. Alors, je saute encore quelques décennies. J'utilise beaucoup cette très belle bande dessinée, j'allais dire de mon enfance, hein, qui a été primée, qui a été voilà, par Gigé, qui est un Belge, hein, qui s'appelait Joseph Gillin. Je pense que il a fait pas mal de bandes dessinées. Et donc celle-là, il a fait le Charles de Foucault, conquérant pacifique du Sahara, où on voit les premiers pas de Charles de Foucault en Algérie, à Sétif en l'occurrence en 1879, où il commence à être touché par la foi des musulmans, hein. Et puis après, il rentre en France, parce qu'il avait une vie un peu dans tous les sens, et il rentre en France, et quand son régiment, quand il apprend que son régiment est parti pour la conquête, l'invasion de la Tunisie, il veut reprendre du service, mais l'invasion de la Tunisie, c'était fini, donc il va participer à la répression de la révolte des Ouled Sidichir. Les Ouled Sidichir, c'est intéressant, donc cette grande tribu, super tribu, c'est une confédération de tribus
entre les confins algéro-marocains jusque vers Boussaada, quoi. Et voici la version dans une bande dessinée algérienne, hein, par Bessaï et Masmoudi, hein, le cher Bouamama, qui a tenu tête aux Français pendant très longtemps, hein, qui finalement est mort au Maroc, près de Fchar. Donc voici l'épopée du cher Bouamama. Bouamama, c'est celui qui a un turban. Hein. Voilà, et donc avec les dessins de Masmoudi, Masmoudi qui a fait beaucoup de bandes dessinées algériennes, je crois qu'il est d'origine tunisienne. Voilà. Et le scénariste, c'était Boualem Bessaï, qui a été, je crois, ministre. Normalement, j'ai mes antisèches là, qui me permettent de raconter encore plus, mais ça n'apparaît pas, donc je suis obligé d'improviser. Donc je mets des points d'interrogation, mais Boualem Bessaï, qui est donc le scénariste de cette bande dessinée et d'autres, a été, je crois, ministre de l'opération et a donné son nom à l'opéra actuel d'Alger. Alors, donc là, on est chez les îles de Sédichir, hein, donc dans le sud oranais, comme on disait un peu à l'époque. On descend beaucoup plus au sud, et 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, c'est l'occupation du Touat et du Gourara et du Tidiguet par les Français. Hein. Et là, je n'ai pas le temps de vous laisser lire, mais on voit que évidemment les Marocains s'inquiètent de ces conquêtes par la France, mais avec l'idée, puisque au moment où la bande dessinée a été écrite relativement récemment, on savait qu'entre-temps, cette conquête française allait être affectée à l'Algérie, ce qui est une des racines du malentendu algéro-marocain. Alors voilà, le Gourara, le Tidiguet et le Touat. Hein, voilà. Alors, à peu près à la même époque, arrive à Beaune, à Annaba aujourd'hui, une jeune émigrée russe, Isabelle Eberhard, une grande aventurière, qui va se convertir à l'islam, qui va se marier, qui va parcourir toute l'Algérie habillée en homme. Hein. Donc cette bande dessinée là qui raconte un peu sa vie, avec des tentatives de dessin réalistes, mais bon, on n'est pas obligé d'apprécier. Et voilà l'itinéraire un peu d'Isabelle Eberhard, enfin une partie de l'itinéraire, parce qu'elle a un peu sillonné toute l'Algérie. Et à la fin, elle s'est fait copine avec alors était-il déjà, oui, le général Lyotet, hein, le général Lyotet qu'on voit ici, moustachu, dans ce qu'on appelait à l'époque les confins algéro-marocains. Hein. Alors j'ai fait ce petit clin d'œil parce que les confins en russe, ça dit Ukraina, hein, l'Ukraine c'est les confins, hein, et Isabelle Eberhard était russe. Hein, voilà. Et donc elle se fait l'amie de Lyotet, qu'elle va sûrement aider par sa connaissance du terrain et par la facilité de ses relations avec les indigènes. Hein, et malheureusement, elle va décéder très jeune, je crois que je ne sais plus, enfin moins de 30 ans, dans une inondation à Ain Sefra qui va emporter toute sa maison et beaucoup plus. Alors voici, toujours dans la même région, le maréchal Lyotet. J'ai mis ça parce que c'est des très belles illustrations de Pierre Joubert. Alors Pierre Joubert, c'est pas un dessinateur de bande dessinée, mais enfin il est connu comme illustrateur. Et donc voilà le général Lyotet à Ain Sefra à droite et dans le Tafilalet, aujourd'hui nettement marocain, à gauche. Voilà. Donc je reviens à Charles de Foucault, parce que Charles de Foucault, on a la version, j'allais dire française et catholique, chrétienne on peut dire, très bien représentée par la bande dessinée de Gigé, et puis on a des éléments de version algérienne, en particulier dans cette bande dessinée de Mélois, qui s'appelle La Cité Interdite, où Charles de Foucault est très nettement un espion, hein, au service de la, comme on disait, la pénétration coloniale française. Voilà. Donc c'est intéressant aussi de voir les deux points de vue. Hein. Si on veut en savoir un peu plus, il est plus utile, mais ce n'est pas une bande dessinée, mais de lire le très bon livre de Ali Merad, qui s'appelle Charles de Foucault vu par l'islam. Mais ce n'est pas du tout une bande dessinée. Voilà. Donc là c'est un peu simpliste comme point de vue algérien, surtout que La Cité Interdite c'est une bande dessinée, c'est un roman si on veut de science-fiction, hein, qui mélange un peu Charles de Foucault avec l'Atlantide
Voilà, donc il faut pas, c'est pas un élément historique. Mais ça reflète un peu le point de vue, moi j'en discute souvent avec des amis algériens, ben, ça reflète un peu l'idée dominante que Charles de Foucault, et dans une moindre mesure Isabelle Eberhard, représente pour les Algériens, parce qu'effectivement, Charles de Foucault, quelles que soient ses qualités, quel que soit son apport, il a aussi aidé à la connaissance du Maroc, d'abord, et puis après de l'Algérie, hein, et en particulier du Yoga, où il va se faire assassiner. Donc voilà, quelques étapes, les dernières étapes un peu de Charles de Foucault en Algérie, hein, puisqu'il va se faire assassiner en 1916 à Tamanrasset par les Sénoussi, le nom de Nrazi. Voilà. Alors, j'ai mis cette petite parenthèse, les crabes aux pinces d'or, ça ne se passe pas très nettement en Algérie, mais par certaines vignettes que j'ai extraites, là, et en particulier par les, bon, c'est des noms de fiction, hein, le petit Fortin où Tintin arrive, s'appelle, je n'arrive pas à me relire, Adrar, mais en fait c'est Adrar, hein, c'est Adrar, donc aujourd'hui en Algérie, et le lieutenant Delcourt, qui donc accueille Tintin, qui, si je me rappelle bien, a été sauvé d'une mort certaine, est en fait assez proche du commandant Marseille, qui est le héros de l'Escadron Blanc de Joseph Perret, qui lui n'est pas une bande dessinée, mais qui est un roman très populaire en France, qui à un moment donné a été distribué aux appelés français qui partaient en Algérie pour leur faire connaître enfin, une certaine vision de l'Algérie, enfin du moins de l'extrême sud algérien. Voilà, donc ça se passe plus ou moins, si l'on peut dire, un peu tiré par les cheveux à Adrar, et ça englobe le monde qu'on appelait, l'appellation est complètement tombée depuis l'indépendance du Maroc, qu'on appelait les Berabers. Hein. Aujourd'hui, on dit plutôt les Amazirs du Maroc, c'est-à-dire c'est une variante du Chleu. Hein. Une variante du Chleu, mais dont la zone linguistique déborde, enfin c'est surtout marocain, mais ça déborde un peu sur l'Algérie, en particulier l'actuel président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, est originaire d'une région frontalière avec le Maroc, où la langue traditionnelle, c'est encore ce chleu-là, ce qu'on appelait le Beraber. Voilà. Donc, on en arrive après toutes ces occupations militaires, hein, qui vont s'étaler sur 100 ans. Hein, 100 ans, entre 1830, débarquement à Sidi Frege, et 1930, ou 34 même, occupation par la France de Tindouf, hein, il y a 100 ans. Hein, la colonisation de l'Algérie s'est faite sur 100 ans. Bon, l'essentiel s'est fait entre 1830 et 1871, après la révolte d'El Mokrani en Kabylie. Mais quand même, il y avait encore, ne serait-ce que dans le Hogar, etc., ça s'est étalé encore jusqu'au début, au bon début du XXe siècle. Donc, venons-en à la colonisation proprement dit, c'est-à-dire que j'en enlève le caractère militaire. Alors, dans cette très belle planche dessinée par Dain, représente un peu l'essence de la légende pied noir, hein, d'abord des soldats laboureurs, hein, on voit que c'était des soldats qui commençaient à labourer, et qui après ont réussi à fonder ce village modèle, qui est Boufarik. Hein. Boufarik qui est, je crois, le lieu où va naître 100 ans plus tard, je crois que c'est Boufarik, je ne sais plus si Boufarik ou Blida, où va naître la boisson que vous connaissez tous, l'orangina. Hein. Voilà. Bon, donc, voilà, ça c'est la légende, la légende dorée, si on veut, de la colonisation. Hein. Voilà, Boufarik, donc, dans la Mitidja, entre Blida et, là je l'ai mal situé évidemment, mais c'est entre Blida et Alger, et avec, on voit apparaître très fort cet archétype de l'ennemi des colons, c'est-à-dire ce qu'il fallait à tout prix qu'ils arrachent à la terre pour pouvoir eux s'implanter à leur place, c'est le doum, le palmier nain. Hein. Le doum, c'est tellement important dans la légende pied noir, enfin c'est anachronique de dire pied noir, mais des Français d'Algérie du début du XXe siècle, que le journal des Européens de l'Oranie s'appelait le Doum. Hein. Voilà. Alors, donc, premier ennemi des colons, ces Doumes qu'il faut arracher. Deuxième ennemi, les fauves.
hein, qui pullulaient encore à l'époque. Hein. Voici donc en Naissance d'un pays, donc la bande dessinée algérianiste, une femme de colon qui est obligée de se protéger contre les lions. Voilà. Alors, donc, ces colons arrivent, pour certains de France, hein, pour beaucoup de France, d'Alsace, y compris, je le précise, parce que souvent, on croit que les Alsaciens et Lorrains ne sont arrivés en Algérie qu'après 1870. Hein. Mais si vous lisez Alphonse Daudet, qui est venu en Algérie en 1863, si je me rappelle bien, pendant les antisèches, il rencontre plein d'Alsaciennes et d'Alsaciens. Hein. Donc effectivement, on estime que plus de la moitié des Alsaciens d'Algérie étaient arrivés avant 1870 en Algérie. Bon, je ferme ma parenthèse. Donc des Alsaciens, des gens du Midi, je ne crois pas beaucoup de Bretons, donc des gens d'un peu toute la France, et aussi des rives de la Méditerranée européenne, hein, l'Italie, l'Espagne, les Baléares, Malte, beaucoup de Malte. Voilà. Alors, et à ces gens-là, à ces Européens, on ne disait pas encore Européens, à ces étrangers-là, on va assez rapidement, facilement donner la nationalité française. Donc la population de nationalité française augmente assez vite, parce qu'il y a aussi un enjeu, il y a un enjeu de peuplement, mais il y a aussi un enjeu comme on ne disait pas encore, géopolitique, par rapport à l'Italie et à l'Espagne, hein, qui à certains moments de notre histoire commune, en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale, on lorgnait largement sur l'Algérie et évidemment surtout sur la Tunisie pour l'Italie. Donc, voilà les premiers à avoir la nationalité française, donc des Français mais aussi des gens d'Europe du Sud. Et puis, en 1870, donc le décret Crémieux, hein, Isaac Moïse Crémieux, donc ministre qui va accorder la nationalité française aux Juifs d'Algérie, globalement. Aux Juifs, je précise, aux Juifs de l'Algérie de l'époque. Or, à l'époque, toute l'Algérie d'aujourd'hui n'était pas encore conquise par la France, ce qui fait qu'il y a, en particulier, principalement les Juifs du Mzab, hein, qui n'ont pas obtenu la nationalité française, qui on ne l'a donné que juste avant les accords d'Évian, 70 ans plus tard. Bon. Donc, le décret Crémieux accorde la nationalité aux Juifs d'Algérie, et c'est bien symbolisé par ce dessin-là, qui sépare deux catégories d'indigènes, hein. Les indigènes qui vont rester officiellement indigènes, c'est-à-dire qu'on appelle les musulmans, quelle que soit leur conviction religieuse, et puis les juifs qui vont globalement tous devenir français. Les juifs d'Algérie, hein. Les juifs de Tunisie, évidemment, c'est autre chose. Alors, le fait qu'on ait accordé aux juifs la nationalité française, en échange de l'abandon par eux de leur statut personnel, par exemple de la polygamie, hein, et puis d'autres considérations, va déclencher, faire redoubler l'antisémitisme européen. L'antisémitisme européen qui était très fort en France, en métropole si on veut, hein, dans cette bande dessinée-là, le lac mystérieux, c'est des petits Français qui partent en Algérie, hein, c'est édité par la bonne presse, hein, c'est-à-dire l'édition Bayard, La Croix. C'est pas très glorieux, mais enfin depuis ils ont quand même heureusement largement changé de truc. Et c'est très 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 antisémite. Hein. Bon, Alphonse Daudet, 60 ans avant, elle était beaucoup, mais là c'est laid, vous voyez, ne serait-ce que l'illustration de couverture. À gauche la dame juive et à droite le monsieur juif. Hein. Bon, donc l'antisémitisme européen qui va exploser à Alger, mais surtout à Oran. Et puis aussi, alors, tout ça c'est assez bien décrit par toute la série du chat du rabbin, hein, qui voit ça à peu près, parce que le chat du rabbin, ça se passe, si je me rappelle bien, à peu près à cette époque-là, début du XXe siècle, mais aussi, parallèlement à l'antisémitisme européen, surtout en Oranie, je vous dis, les émeutes anti-juives, en particulier, de la part de musulmans, en particulier à Constantine, parce qu'il y avait aussi, autant les Européens d'Algérie étaient mécontents de voir qu'on leur adjoignait, j'allais dire, contre leur gré, des nouveaux co-nationaux qui étaient les Juifs, hein, autant les musulmans, eux aussi,
voyait pas pourquoi on accordait la nationalité française aux juifs et pas aux musulmans, alors que les juifs, pour certains, enfin les familles juives étaient pour certaines indigènes depuis plus longtemps encore que certains musulmans. Voilà. Donc, émeute anti-musulmane, anti-juif, pardon, en particulier à Constantine, 1934. Alors, juste parce que dans cette bande dessinée encore de Le Scaf, on voit un tout petit peu, c'est pas très bien représenté, des éléments de l'architecture de Constantine. Je fais une petite parenthèse sur l'architecture, avec une bande dessinée qu'on verra tout à l'heure, qui est très très intéressante. Je vous la conseille, c'est la Walou en Algérie. On voit la gare d'Oran, hein, qui est un des chefs-d'œuvre de l'architecture néo-mauresque en Algérie, hein, ce qu'on appelle les arabisans. Hein. Elle est encore dans cet état-là, j'y étais il y a 3-4 ans. La Grand Poste d'Alger, hein, là aussi, c'est vraiment le chef-d'œuvre de l'arabisance. Hein. Alors là, c'est une bande dessinée de Slim qui nous représente la Grand Poste privatisée. Et effectivement, depuis que Slim a sorti cette bande dessinée, la Grand Poste n'est plus la Grand Poste, mais elle n'est quand même pas encore privatisée au point d'être la clinique du docteur Al-Kasselzer. Voilà. Bon. Et autre élément, alors qui n'est pas tout à fait de l'arabisance, c'est un peu un compromis, hein, c'est la cathédrale Saint-Philippe d'Alger, qui a été la cathédrale d'Alger jusqu'en 1962, qui en fait était une réquisition de l'ancienne mosquée Ketchaoua, hein, que les Français et donc les catholiques ont transformée en mosquée en la modifiant, et qui est redevenue mosquée Ketchaoua depuis l'indépendance, et qui a été restaurée récemment par la Turquie, hein, puisque c'était une mosquée ottomane, et c'est la Turquie qui a donné son expertise pour la rénovation de la mosquée Ketchaoua. Donc là, c'est un dessin qui est issu de cette bande dessinée assez récente de cette année, là, un général des généraux, qui raconte un petit peu les démêlés de la politique française en Algérie, en particulier à Alger, dans les années vous voyez, 1958, au tournant du 13 mai. Alors, puisqu'on est dans l'architecture, je fais un petit détour très très loin du Maghreb, puisque les cigares de Pharaon, ça se passe au Proche-Orient, hein, même plus loin que ça, puisque la ville où Tintin va entrer clandestinement, je ne sais plus le nom qu'il a dans les cigares de Pharaon, mais en fait c'est censé plus ou moins être la Mecque. Et si je l'ai mis, c'est uniquement parce que Hergé, qui je crois a été au Maroc un certain temps, a fait figurer un minaret de style parfaitement maghrébin, algéro-marocain, vous voyez, dans cette ville du Proche-Orient, ou là plutôt d'Arabie. Voilà. Et il a mis aussi, vous voyez, c'est ce que j'ai entouré à droite là, les marches qu'on dévale, comme on dévale les marches de la Casbah. Alors que je ne crois pas j'ai jamais été à la Mecque, peut-être que vous non plus, mais je ne pense pas qu'il y ait de marches comme ça. Voilà. Donc il a mélangé un petit peu ses inspirations nord-africaines, algériennes, marocaines, avec ce qu'il savait plus ou moins de l'architecture de l'Arabie. Alors, toujours dans l'architecture, on a ce petit reportage de Lisette, hein, plutôt Z reporter à travers l'Afrique, hein, donc toute une série où Z va traverser l'Afrique du Nord depuis Alger où elle débarque ici jusque loin dans le Sahara, hein, et ce qui est intéressant c'est que cette bande dessinée elle paraît de 54 à 60, donc elle démarre tout au début de la guerre d'Algérie. Je ne me rappelle plus la date. Non, celui-là, à droite, c'est le deuxième trimestre de 55. Enfin, on est quand même tout au début. Hein. En 54, fin 54, début 55, la guerre d'Algérie était commencée, comme on dit, mais on n'en parlait pas beaucoup en France. Hein. On n'en parlait pas beaucoup. On parlait beaucoup du Maroc, on parlait beaucoup de la Tunisie, mais on ne parlait pas beaucoup encore de l'Algérie avant le 20 août, ce que l'on va voir. Alors, donc, Lisette reporter, hein. Alors, Bécassine, évidemment, excusez-moi, il paraît qu'à Brest, il y a des gens qui n'aiment pas Bécassine, mais j'ai été obligé de mettre Bécassine. À ma connaissance, elle ne va pas en Algérie, mais son cousin, Gringalou, lui, hein, par le même dessinateur, hein, Pinchon, Gringalou, lui, va aller en Algérie. Une bande dessinée très intéressante parce que on va trouver un certain nombre d'éléments. Gringalou qui va visiter la Casbah, oui, toujours ces marches à monter.
le jardin d'essai du Hamma, hein, voilà, et puis ils vont aller beaucoup plus au sud. Donc là, cette bande dessinée qui, à ma connaissance, n'a malheureusement pas été rééditée. Voilà, toujours Pinchot, mais là, presque 20 ans avant, qui représente l'Algérie dans un bel album qui illustre les différentes provinces de France. Hein, et vous voyez l'automotrice Citroën, puisqu'on va bientôt fêter les 100 ans de la croisière des sables de Citroën. Hein, donc là, c'était en 22, donc vous voyez, c'était pas très loin. Alors, toujours Alger, là, c'est Zlabia, donc l'héroïne, la maîtresse du chat du rabbin, hein, Zlabia, la fille du rabbin, qui tombe amoureux, qui va se marier même avec un juif de métropole, et ils vont partir en voyage de noces à Paris. Donc là, on voit Alger qui s'éloigne, enfin on voit qu'ils s'éloignent d'Alger, sur leur bateau, mais ce n'est pas l'exode de 1962, c'est le voyage de noces de Zlabia avec son mari. Par contre, là, sur cette bande dessinée-là, Les pieds noirs à la mer, c'est essentiellement une histoire des Juifs d'Algérie, hein, qui s'en vont, là on le voit sur le bateau, et on voit tout le boulevard Carnot, le boulevard 0-7 qui s'éloigne, voilà. Et donc c'est toute l'histoire, cette fois plutôt des pieds noirs dans leur installation, des pieds noirs, et en particulier des Juifs d'Algérie, hein, même si tous les pieds noirs ne reconnaissaient pas les Juifs d'Algérie comme étant pieds noirs, et tous les Juifs d'Algérie ne se reconnaissent pas forcément non plus comme pieds noirs. Donc je simplifie assez vite. Mais c'est une bande dessinée assez humoristique et qui est plein de détails très, très intéressants. J'espère que tout ça, alors j'ai évidemment pas le temps de vous raconter tout ce qui s'y passe, hein, mais j'espère que ça vous donnera l'envie d'en lire certaines, dans les bibliothèques. Alors, toujours le départ de l'Algérie, là, cette fois c'est donc dans la bande dessinée du cercle algérianiste d'Aix-en-Provence, hein, c'est l'exode définitif en 62, hein, essentiellement juin-juillet, quoi, enfin beaucoup juin-juillet, voilà, les rivages amers. Alors, là, on arrive à la dernière année de l'Algérie française, l'année 62, qui est une année assez trouble, avec ce très beau roman d'Anne Cibran qui a été mis en bande dessinée par Tronchet, hein, qui raconte un peu cette dernière année à Alger, juste avant le départ. Hein. Voilà, donc avec des très belles vues sur Alger et les environs. Hein. Et oui, donc j'ai loupé ma transition, c'est pas grave. Voilà. Alors ça c'était pour donc la colonisation se termine, comme la colonisation, enfin comme on dit, hein, le mot, j'ai pas mal échangé avec pour préparer ça avec des auteurs, des BDistes et des mangaka algériens. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout le même usage que nous, et encore nous, selon les générations, on n'a pas le même mot de ce que c'est qu'un colon, de ce que c'est qu'un indigène, etc. Bon. Donc voilà, la colonisation, c'est la fin de la colonisation, normalement, officiellement, c'est 62. Voilà. Et donc, entre-temps, il y a eu des résistances. Hein. Il y a eu des résistances, donc je vous ai dit, ces résistants illustrés par Luis Garcia et Hernández Cava, hein, dans ce recueil espagnol traduit en français. Par exemple, l'histoire de la résistance à la conscription obligatoire, puisque les Algériens, on n'appelait pas encore les Algériens, les indigènes, les musulmans, hein, ils n'avaient pas le droit de vote, ou plutôt, non, ils n'avaient même pas le droit dans un deuxième collège minoritaire, ils étaient soumis au code de l'indigénat, donc ils avaient un régime complètement discriminatoire, mais là où on les a mis sur un pied d'égalité avec les Français, c'est pour la conscription. En 1912, la France voyait qu'elle allait avoir besoin de chair à canon, hein, et donc elle a instauré la conscription obligatoire pour les Algériens, et c'est ça qui a fait partir un certain nombre de l'élite, en particulier la bourgeoisie de Tlemcen, qui a émigré à ce moment-là sur la Syrie. Donc là, cette bande dessinée-là raconte l'histoire de la conscription, et évidemment, ces conscriptions, elles tombent à point nommé, puisque 2 ans après, c'est le début de la guerre de 14, et donc on voit Jacques Tardy qui évoque ces Algériens
qui venait de l'Atlas pour mourir en Artois. Voilà. Hein. Voilà. Alors, je saute la guerre de 14-18, je n'ai pas marqué le nom, je saute énormément d'événements très importants, hein, mais j'essaye de retomber sur mes pieds par rapport à ma disponibilité en bande dessinée. Hein, donc, toujours dans Al-Khaliya et les Zahir, la victoire électorale de Khaled, l'émir Khaled, c'était le petit-fils de l'émir Abdelkader, donc il avait toute la légitimité, le prestige de son grand-père, qui entre-temps était mort à Damas, hein, et il s'est présenté, soutenu par le Parti communiste français, il s'est présenté aux élections, aux délégations financières, c'est-à-dire un peu l'équivalent d'une petite assemblée algérienne, si l'on veut, en 1920, avec un succès important qui a beaucoup inquiété l'administration. Hein. Alors, parmi les résistants, donc il y avait les résistances électorales, comme avec l'émir Khaled, et puis après avec l'Étoile nord-africaine et le Parti du peuple algérien, mais il y avait aussi les résistances paysannes, hein, comme ici dans cette belle bande dessinée de 1984, la balade du proscrit, une balade avec 2 L, bon, pourquoi pas. Hein. Et ça se passe, c'est assez intéressant, donc c'est un paysan qui se révolte et qui va tuer le caïd de sa région. Et sa région, c'est entre la montagne Boutaleb au sud de Sétif et le Bélesma. Alors le Bélesma, bon, qui est une région qui m'est chère parce que j'y vais quelques fois, et puis c'est là qu'il y avait eu, 20 ans avant, en 1917, dans le Bélesma, la très grande révolte des conscrits, justement, algériens, qui s'étaient révoltés, qui n'avaient pas du tout de partir à Verdun pour mourir, qui s'étaient révoltés, et en 1917, il y a eu jusqu'à 10 000 soldats français qui ont été sur le terrain dans les Aurès et le Bélesma pour réprimer cette révolte du Bélesma. Bon. Mais là, la balade du proscrit, c'est 15 ans après, 1933, donc ce qu'on a appelé les bandits d'honneur. Hein, les bandits d'honneur qui sont importants, surtout dans les régions rurales, en Kabylie et dans l'Aurès, hein, comme un peu les ancêtres des Moudjahidines qui vont éclore 20 ans après. Alors, 1936, c'est d'un côté le Front populaire, de l'autre côté le Congrès algérien, avec l'union d'un certain nombre de courants nationalistes ou du moins anticolonialistes, y compris le Parti communiste algérien, et avec les oulémas, c'est-à-dire les savants musulmans, qui revendiquent l'enseignement de l'islam et surtout de la langue arabe, et qui vont être contrecarrés par l'administration française, qui va désigner, par exemple, le grand mufti d'Alger, Mohamed Ben Dali Kahoul, hein, qui va se faire assassiner, et on va accuser. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche pour voir si les accusations étaient... On va accuser un certain nombre d'oulémas d'avoir commandité cet assassinat des grands muftis qui étaient en quelque sorte leur rival. Hein, puisque vous voyez, le mufti, là, toujours dans la Casbah, n'écoutez pas la voix des oulémas, seul un mufti peut savoir ce qu'on vous réserve. Voilà. Alors, toujours dans cette même bande dessinée, là je saute aussi des décennies, mais même dans la bande dessinée elle-même, je vous ai dit, ça c'est un peu pointilliste, ça saute aussi sans transition, comme on dit. Donc là, c'est après le discours de Gaulle à Constantine en 1943, qui promet, qui laisse envisager l'octroi de la citoyenneté à 60 000 Algériens, et là sont représentés les leaders, pas forcément très bien dessinés, les leaders des 3 grandes tendances nationalistes, enfin du moins anticolonialistes plutôt, de l'époque, hein, Ferhat Abbas, hein, qui était à l'époque pharmacien à Sétif, Bachir El Ibrahimi, hein, donc le chef des oulémas, et Ammar Ouzgan, qui à l'époque était au Parti communiste algérien. Après, il va passer au FLN. La fin de la guerre, le 8 mai 1945, hein, donc la victoire des Alliés, et après le 1er mai 1945, où il y avait déjà eu des manifestations pour la libération de Messa Haj à Alger et dans l'Est algérien, il y a cette manifestation de Sétif qui va entraîner d'abord la mort d'un certain nombre d'Européens de Sétif, puis une répression énorme, on estime à plusieurs milliers d'Algériens qui ont été tués dans cette répression de Sétif, Guelma et Kerata, donc en petite Kabylie, hein, une répression y compris par l'aviation, hein, avec... à l'époque où c'était un communiste Chartian qui était ministre de l'Aviation, y compris bombardement depuis des bateaux basés à l'extérieur, du Guetrouin, etc. Donc une très très forte répression, et le général Duval, qui par ailleurs ne va pas
briller au Maroc quelques années plus tard, mais le général Duval dit au gouvernement à ce moment-là, je vous ai, avec ce que j'ai fait comme répression, vous avez pour 10 ans, mais pas plus quoi. Hein. Et effectivement, moins de 10 ans après, on a le 1er novembre 1954. Alors, Sétif, évidemment, est très dessiné, très présent dans la bande dessinée. Hein. Voici cette bande dessinée de Azouz Begag et Djilali Defali, hein, qui représente donc Sétif. Azouz Begag, notre ancien ministre de je ne sais plus quoi dans le gouvernement de Sarkozy, est originaire de la région de Sétif, hein, et donc là, sont assez bien dessinés un certain nombre d'éléments de la ville de Sétif, avec la mosquée Atika, et puis la fontaine Ain Fouara, voilà. Et puis est dessiné aussi le village d'Azouz Begag, Ourissia, je crois. Hein, c'est le village où Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, était colon. Hein. Et voilà donc les manifestations. Alors voilà, les manifestations qui vont être provoquées par l'annonce que Messa el-Hajj a été expulsé à Brazzaville, donc très loin. Hein. Et donc les manifestations pour l'Algérie indépendante, hein, qui vont se heurter. Alors, il ne faut pas, encore une fois, là, il ne faut pas trop se fier au sérieux de la documentation. Hein. Il prend un certain nombre de libertés avec la réalité, et en particulier, il met en scène ce petit barbu qu'il appelle Ferhat Abbas, hein, mais qui est quand même... Bon, Ferhat Abbas était bien ascétif à ce moment-là, mais il n'a pas eu ces rôles-là et cette attitude-là, telle que le dessine Azouz Begag, tel que le décrit Azouz Begag. Voilà. Et voilà, donc il fait part aussi du fait que dans la répression terrible qui a suivi, ben, la France a envoyé aussi des tirailleurs sénégalais qui ont marqué l'opinion algérienne et qui ont un des éléments d'un racisme anti-noir qui malheureusement existe aussi en Algérie. Voilà. Alors, après 4 ans après 1945, donc le mouvement, le parti du peuple algérien de Messa el-Hajj c'est remis après la répression du 8 mai 1945 mais va se transformer en mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD, qui mène une action au grand jour en essayant de viser les élections, mais malheureusement les élections de 1947 se déroulent relativement honnêtement. Et on voit arriver dans les municipalités des adjoints, y compris à Alger, le maire, je crois que à l'époque c'était Chevalier, qui était un maire européen libéral, comme on dit, qui avait des adjoints nationalistes. Hein. Mais dès l'année d'après, 1948, les élections sont complètement truquées, les élections législatives, c'est toi, ce qui décourage les plus jeunes éléments du MTLD, ça va être la raison de la création de l'OS, l'organisation spéciale clandestine, qui va... parallèlement à l'action politique au grand jour du MTLD, va déclencher des éléments violents comme l'attaque, le hold-up de la grand poste d'Oran, hein, le 8 avril 1949, hein, où vont s'illustrer, je crois qu'il y avait Ben Bella et je crois qu'il y avait aussi Alec Ahmed dedans. Voilà. Alors, donc 49, l'OS, et puis après, entre 49 et 54, c'est la crise à l'intérieur du MTLD, hein, avec l'opposition entre les fidèles de Messa el-Hajj, les messalistes, et puis ceux qu'on a appelés les centralistes, les partisans du comité central. Et puis il y a une troisième branche, en quelque sorte, qui en a marre de toutes ces controverses et qui va décider, le CRUA, le Comité révolutionnaire d'unité et d'action, qui va décider de se lancer dans la bagarre et de déclencher le 1er novembre 1954, voilà, qui va être le début de ce qu'en France on appelle la guerre d'Algérie, dans ce qu'en Algérie on appelle la révolution ou la guerre de libération. Voilà. Alors là-dessus, sur la guerre d'Algérie, il y a énormément de documentation, y compris en bande dessinée. Il y a cet ouvrage sur la guerre fantôme dans la bande dessinée francophone. Il y a cette très belle bande dessinée qui s'appelle Algérienne. C'est une fille d'appelée, Béatrice, je crois qu'elle s'appelle, qui va, apprenant que son papa a fait la guerre d'Algérie, va être à la recherche de la vérité que son papa ne veut pas dire, parce que comme beaucoup d'anciens
de l'Algérie, ils sont taiseux, hein, pour plein de raisons différentes, et donc elle va rencontrer 7 ou 8 personnages différents, une fille de Haki, une ancienne Moujahidate, une pied noire, une juive d'Algérie, etc., pour se faire une idée de ce que c'était que cette guerre d'Algérie. Donc vous voyez, une idée un peu globale de la guerre d'Algérie dans cette bande dessinée de Luppi et Merali. Voilà. Alors, j'en arrive à... Alors, il y a des tonnes de bandes dessinées sur la guerre d'Algérie. En ce qui concerne les bandes dessinées algériennes, j'ai mis celle de Sofiane Belaskri, d'abord parce que je suis en communication avec lui, malheureusement, c'est pas disponible en France, ces bandes dessinées. Il a édité en français et en arabe, hein. Il a édité il y a 10 ans déjà. Il y a un certain nombre de... Il y a une présentation de l'histoire sur lequel j'ai fait un certain nombre de remarques et qu'il a bien voulu... il a reconnu qu'aujourd'hui, il n'écrirait pas la même chose, mais peu importe. On peut dire que Sofiane Belaskri, c'est le premier mangaka algérien. C'est le premier qui va commencer à faire ce qu'on appelle des mangas. Bon, alors moi, je connais très mal les mangas, mais il faut que je m'y mette parce que mon petit-fils et ma petite-fille s'y mettent, mais je ne suis pas très spécialiste des mangas. Voilà. Alors, il m'a dédicacé cette illustration qu'il a faite de la place d'Armes à Oran, hein, que pour ceux qui connaissent Oran se rappellent de cette... donc ça, c'est une bande dessinée, demain, Inch'Allah, qui raconte un peu la révolte des Oranais en 2008. Voilà. Il se trouve que la statue qui est là, c'est mon arrière-grand-père qui l'a fondue, c'est pour ça qu'il m'avait dédicacé. Alors voilà. Alors après, je vais un peu dans tous les... Donc j'ai commencé par 1er novembre 54. On arrive au 20 août 55, qui va être le tournant important de la guerre d'Algérie. Vraiment le début de la guerre d'Algérie dans toute son horreur, hein, même s'il y a eu des crimes avant et tout. Le 20 août 55, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire de la déposition de Mohamed Ben Youssef, sultan du Maroc, par les Français, par le maréchal Juin et consorts. Hein. Et donc, les Français s'attendent à ce qu'au Maroc, le 20 août 55, il y ait des grosses émeutes. Et donc, Paris Match envoie tout un contingent de journalistes au Maroc, et effectivement, il y a des émeutes, et c'est les massacres de Ouedzem, etc. Mais pendant ce temps-là, le même jour, sans que personne ne le sache, et bien dans le nord constantinois, en particulier à côté de Philippeville, hein, Skikda, El Milia, et ben c'est l'offensive du FLN dans une région qui pour l'instant était relativement calme, le nord constantinois, le sud constantinois, c'est-à-dire le reste était déjà en feu et très, très actif depuis un an, mais le nord constantinois non, et là ça commence un peu comme en 1945 par un massacre d'Européens, un massacre assez horrible, tout le village minier d'El Alia. Tous les Européens, pas tous, mais la moitié, 70 je crois, qui ont massacré dans les conditions très difficiles, et une répression par l'armée française terrible aussi, comme à Sétif, je crois. On parle aussi de la même 10 000 morts, mais là c'est plus difficile à comptabiliser parce qu'on est à l'intérieur. Ce qui se passe dans le nord constantinois était en quelque sorte en gigogne à l'intérieur de toute la guerre d'Algérie, alors que le 8 mai 45, c'était très localisé entre Sétif, Kherata et Guelma. Hein, voilà. Donc, le nord constantinois, les émeutes du 20 août 1945. Alors ça, c'est une bande dessinée utilisée par les bureaux français de l'action psychologique, vous voyez, qui montre un peu par contraste, avant-après, hein, pour les gens qui ne savent pas lire, que c'est quand même mieux d'être avec la France que contre la France. Voilà, hein. Et on voit, avec la France, il y a beaucoup de vert, contre la France, il y a beaucoup de jaune du Sahara, du désert. Voilà, donc ça c'est... Alors j'ai pas la date exacte, ça a été reproduit dans la revue Historien Magazine, mais j'ai pas la date de cette bande dessinée. Voilà. Alors, autre bande dessinée algérienne, là, toujours Masmoudi, hein, de Natou Masmoudi, Le village oublié. Hein, bon, avec, comme souvent, des reliefs un peu exagérés, là, des tailles d'arbres un peu exagérées. Je ne me rappelle plus où on est ici, je crois que c'est dans l'Ouest, hein, et avec un haki particulièrement antipathique, voilà, hein, comme
comme il est de mise forcément dans toutes les littératures algériennes, surtout à cette époque-là, 1983. Il ne fallait pas demander encore aux dessinateurs algériens d'être en discours de nuance par rapport au Haki. Voilà, Nourdine Yahem Zizou, qui, comme tous les dessinateurs de bande dessinée, se met à faire une bande dessinée patriotique à l'aube du jour de novembre, ça se passe en 1957, sachant que Yahem Zizou est plus connu pour son personnage de Sifliou. Alors voilà, cette bande à l'aube d'un jour de novembre, ça se passe à El Mader, donc au nord de l'Aurès, et à Beni Mellou, au sud de l'Aurès. Voilà. Mais Hachem Zizou et Yahem Zizou est plus connu pour Sifliou, Fliou, le Fliou pour ceux qui boivent du thé à la menthe. Quand vous faites du thé à la menthe à la marocaine ou à l'algérienne, il y a deux menthes, il y a le nana et puis le Fliou. Fliou, c'est le Pouliou, c'est le même nom d'ailleurs, c'est la même étymologie. Fliou en arabe ou plutôt en dialecte, Fliou et Pouliou. Voilà. Bon, Sifliou, c'est donc un petit filou qui va se débrouiller. Et j'en parle parce que c'est une des premières bandes dessinées algériennes. Là. Ça a été réédité en 2003, mais ça date des années 80. Une très belle bande dessinée sur la question de Haki, c'est Lisa Mohamed, c'est sorti il y a 1 an. Donc une jeune fille française qui ne connaît rien, qui n'a aucun lien avec l'Algérie, mais qui se trouve en colocation avec Mohamed, qui est un ancien Haki, qui lui raconte comment il est devenu Harki, quoi. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on voit dans le très beau film Les Harki. Je ne sais pas s'il est passé ici, mais s'il repasse, je vous le conseille. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de succès. Il est sorti il y a quelques mois, qui traite tout en nuance sur la question de Harki par rapport à ce que pouvait raconter à l'époque Bouteflika, qui est moyennement bien dessiné et qui disait qu'il n'était pas question que les Harki puissent mettre les pieds en Algérie. Voilà, donc on voit ce qui est assez saisissant, on le voit très très bien dans le film Les Harki que vous avez peut-être, j'espère, vu. On voit en 57, 58, 59 je crois dans le film, la distribution par l'armée de fusils aux Harki, et puis 3 ans après, on leur retire leur fusil, quoi. On leur retire leur fusil et ce Harki-là qui demande mais les Félagas, ils sont aussi désarmés? Ben non, ils ne sont pas désarmés. Voilà. Bon. Alors, autre bande dessinée qui raconte la vie d'un appelé médecin français, mais qui va parler entre autres de la question des camps de regroupement, là, bon, qui ne sont pas super bien dessinés. Les camps de regroupement, vous savez, ces camps de... c'est exagéré de dire camps de concentration, parce qu'on pouvait en sortir. En fait, les camps où l'armée, en faisant vider les montagnes, voulait pouvoir bombarder tranquillement les montagnes, donc il n'y a plus personne dedans, et donc les gens se regroupent dans ces camps de regroupement où ils n'avaient plus moyen de travailler la terre, qui était restée très très loin. Et les camps de regroupement qui ont été, dont l'opinion française métropolitaine a appris l'existence par le rapport du jeune inspecteur des finances Michel Rocard. Voilà. Donc les camps de regroupement qui sont aussi évoqués dans cette très bonne bande dessinée en 2 tomes de Azaraïen, de Lax et Giroud. Dans la première partie se passe surtout en Grande Kabylie. On va avoir une romance entre une militante kabyle et puis un soldat français. Et puis à Bougie, on voit cette énorme carte coopérative. Et puis après, le 2e tome se passe en petite Kabylie, en particulier à Kherata et dans l'Aurès. Voilà. Donc Azraïen, c'est une très bonne bande dessinée, très classique, mais comme elle est connue, j'en parle pas trop, mais je vous la conseille évidemment. Comme d'autres, mais pas toutes. Enfin, parmi toutes celles que j'ai vues, il y en a que je n'offrirai pas à mes petits-enfants. Bon. Celle-là, oui. Bon. Alors, Ferrandez, j'en ai pas encore parlé, mais évidemment, il est incontournable. C'est à la fois par la qualité de son dessin, de sa documentation, de l'originalité. Et donc là, puisqu'on est à l'époque, alors son épopée commence avant même, si je me rappelle bien, avant même 1830, et va jusqu'à aujourd'hui. Mais là, je suis retombé sur mes pieds en suivant l'ordre chronologique, on est à peu près en 56, donc la bataille d'Alger, avec le tome qui s'appelle Rue de la Bombe, qui raconte ce terrorisme urbain. Et les troupes
de Bijar qui descendent de la Casbah, ou ici qui la remontent. Alors là, c'est un peu l'équivalent algérien, si vous voulez, échec et le léopard. Le léopard, c'est évidemment la tenue des troupes de Bijar. Hein. Avec, je me suis amusé, c'est un peu mesquin et tiré par les cheveux, je me suis amusé entouré de rouge, là, et 3 fois l'auteur, je ne sais pas s'il s'est fait piéger par le type de sa bande dessinée, Échec et le léopard, mais par 3 fois, le héros, tel un félin, voilà, il s'enfuit tel un félin. Donc, voilà, c'est assez amusant, je ne sais pas, ce type de langage qu'il a adopté. Donc, toujours, là, on est en 68, hein, donc les événements à peu près au moment de la bataille d'Alger, on en a parlé déjà, Moustache et les Belkacem. Là, le conflit va un peu s'internationaliser avec le piratage en octobre 56 par, non pas par le gouvernement français, mais par l'armée française à Alger, qui va détourner l'avion qui transportait de Rabat à Tunis 6 dirigeants du FLN, hein, Ben Bella, Boudiaf, Aït Ahmed, Krim Belkacem, je crois, et puis bon, il y avait Mostafa Al-Ashraf qui n'était pas vraiment le dirigeant, voilà. Et donc ils vont les forcer à atterrir à Alger, évidemment au grand scandale du roi du Maroc, qui entre-temps est devenu donc Mohamed V. Voilà. Autre personnage important à cette époque-là, à partir de 56-57, François Fanon, donc martiniquais, psychiatre, qui va d'abord exercer à la psychiatrique de Blida, hein, et qui, voyant tous les dégâts qu'il attribue à la colonisation parmi les patients qu'il traite dans cet hôpital, va petit à petit prendre conscience de l'état décolonisé, le comparant à l'état de, entre guillemets, colonisation qu'il a connu en Martinique, même si c'est tout à fait différent, et qui va rejoindre donc le FLN, en particulier à Tunis. Et malheureusement, il va mourir d'un cancer aux États-Unis avant l'indépendance. Alors là, j'ai sorti ça, malheureusement je ne l'ai pas parce que j'ai demandé. Alors, il est édité en Algérie, c'est important, ça, c'est important parce que, vous voyez, c'est un dessinateur algérien qui, en Algérie, dessine une bande dessinée sur Maurice Audin. Hein. Alors c'est important parce que pour les Algériens, malheureusement, c'est pas toujours très facile de concevoir qu'il y avait aussi des non-musulmans qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays. Maurice Audin, c'était un pied noir communiste, hein, qui s'est battu pour l'indépendance de son pays, l'Algérie. Voilà. Le fait que ça soit créé et édité en Algérie, c'est très important par rapport à l'ouverture de l'Algérie. Voilà, alors là je mets un peu en vrac, alors là c'est plutôt, j'ai pas mon plan là, mais c'est un peu qu'est-ce qui se passe pendant la colonisation. On a des événements comme cette bande dessinée Lord El Wafi. El Wafi, c'était un jeune garçon de Ouled Djelal. Ouled Djelal, c'est du côté de Biskra, par là, qui va gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais qui va se faire après rétrogradé parce que je ne sais plus bien, et j'ai tout ça sur mes antichefs, parce qu'il est professionnel et qu'il n'a pas le droit d'être professionnel, et donc du coup, pour vivre, il va se montrer dans des différents cirques, en particulier en battant à la course, ici un guépard ou un cheval, etc. Et puis il va mal finir malheureusement dans un café de la région parisienne. Il va être victime d'un règlement de compte entre, comme on disait, entre le FLN et le MNA, même si on ne sait pas si c'est lui qui était visé ou pas. Alors, en tout cas, il en meurt. Il meurt d'une fusillade, comme il y en avait eu beaucoup, surtout en région parisienne, mais aussi à Lille et à Lyon, entre le FLN et son rival, le MNA, qui avait été fondé, je n'ai pas encore dit, par les fidèles de Messali Haj. Voilà donc El Wafi, Djelal. Autre, oui, voilà, excusez-moi. Là, j'étais rentré dans une partie que j'avais appelée les sportifs. Hein, voilà. Donc, il y avait El Wafi, le coureur, le boxeur, le chemin de l'Amérique, une très très bonne bande dessinée qui se passe en partie dans l'Aurès. Hein. Et puis, puisque là, les auteurs sont des Brestois, je crois, enfin au moins un, hein, je crois que Gallic est Brestois, et en plus c'est d'actualité avec
la Coupe du Monde, voilà. Donc un maillot pour l'Algérie, c'est l'histoire de l'équipe de foot du FLN qui a réussi clandestinement à, j'allais dire, à aspirer les meilleurs joueurs des différentes équipes, les meilleurs joueurs algériens des différentes équipes en France, hein, pour les faire partir un jour donné, précisément à l'étranger, et constituer une équipe, l'équipe du FLN, qui allait jouer pendant toute la fin de la guerre d'Algérie, donc pendant encore 4 ans, dans tous les pays du monde, surtout dans les pays de l'Est, hein, pour populariser par le sport la cause de l'indépendance algérienne. En particulier Merkoufi, qui est un grand joueur de foot, je crois, de Saint-Étienne, qui après l'indépendance a quitté cette équipe-là et est revenu dans son équipe en France. Je crois à Saint-Étienne, je ne suis pas sûr. Voilà, alors juste parce qu'on est, on est au foot et on est à Brest, j'ai juste mis cette photo de Lina Chapin parce qu'elle a été joueuse à l'équipe de Brest, footballeuse à l'équipe de Brest. Après, elle est devenue joueuse dans l'équipe nationale algérienne qu'on appelle les Fennecs. Et puis après, elle est passée aux grandes dames des Algériens dans les Lions de l'Atlas, qu'on a vu, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci. C'est un petit clin d'œil brestois. Alors, je reviens, donc on est en 56. Le FLN promet en particulier Ahmed Ramdan, l'organisateur du congrès de la Soumam de 56, va écrire aux Israélites d'Algérie, comme on disait à l'époque, pour les assurer qu'ils ont toute leur place dans la future Algérie indépendante. Bon, malheureusement, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça. Et dans l'avion, en 61, dans l'avion, 2 dirigeants algériens qui disent à Jean Daniel, directeur du Nouvel Observateur, que ça va être très difficile pour les non-musulmans d'ailleurs, de vivre en Algérie. Bon, ce qui sera en partie la vérité, heureusement, surtout pour les juifs. Voilà. Alors, 61, donc on est à quelques mois de l'indépendance. 61, c'est, on l'a vu tout à l'heure, le 17 octobre 61, donc ça c'est une bande dessinée toute récente de Tardy, hein, dans laquelle il y a un passage sur le 17 octobre 61, avec en particulier ces Algériens qu'on jette dans la Seine. Hein. Voilà, la manifestation du 17 octobre. Hein. Par un autre dessinateur, Laurent Maffre, hein, cette fois c'est plutôt l'histoire des bidonvilles de Nanterre. Alors ça, une éducation algérienne, 82, c'est la première, à ma connaissance, la première bande dessinée française sur la guerre. Hein. Vous voyez que les bandes dessinées françaises sur la guerre d'Algérie, il n'y en a pas eu plus au début que les bandes dessinées algériennes. Donc bande dessinée, ça se passe là aussi la dernière année de la guerre, en 62 à peu près, et donc ce jeune appelé qui va participer entre autres au rapatriement des statues des militaires. Toujours en 62, mais là c'est une fiction, hein, illustrée par Ferrandez, d'après un roman policier policier Alger à Noir, hein, de Maurice Attia, où j'ai mis une reconstitution assez fidèle du massacre de la rue d'Isly du 26 mars 1962, donc après, où l'armée française, des tirailleurs, ont tiré sur une manifestation d'Européens d'Algérie, faisant, je ne sais plus combien, mais enfin une trentaine au moins de morts. Hein, devant les escaliers qu'on voit à gauche, là c'est la grande poste d'Alger qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc ça, le 26 mars 62, c'est un des trois anniversaires sombres pour les Pieds Noirs. Hein. Il y a le 20 août 55, El Alia et Philippeville. Il y a le 26 mars, et puis le 5 juillet 62 à Oran, les massacres d'Européens. Voilà. Donc voilà, les Européens d'Algérie et les Juifs qui sont amenés à partir, hein, pour beaucoup dans l'année 62, il en reste encore, à la fin de l'année 62, il en reste encore plus de 100 000, mais il y a quand même presque 900 000 qui sont partis courant 62. Là, c'est une fiction qui se passe juste le jour du 5 mars 62. C'est une fiction moyennement réaliste, hein, qui met en scène l'OAS avec l'héroïne Aïcha, qui est une fille de Harki. Bon, on ne voit pas très bien le rôle. Et puis, en plus, c'est un cargo qui exporte des oranges, comme on le voit sur la robe de Aïcha, de la France vers l'Algérie. Donc, c'est une fiction. Alors, à cheval sur avant et après l'indépendance, on a le statut du Sahara. Hein, là, c'est Volinsky qui fait son service
qui fait son service au génie et qui assiste aux premiers essais atomiques, hein, en 60, donc avant l'indépendance. Hein. Voici encore, dans une autre bande dessinée, la bombe en question, les essais de la bombe, qui font évidemment réagir le roi du Maroc, hein, en 19 avril 60, parce que d'abord c'est sur un territoire que les Marocains considèrent comme leur, hein, Ain Salah, Timimoun et Regan, c'est des territoires que les Marocains considéraient à l'époque comme eux, hein, et ils espéraient bien, ils avaient une promesse des dirigeants algériens qu'après l'indépendance de l'Algérie, on reverrait la question des frontières. Bon, c'est un autre problème. Voilà, c'est ce qui est apporté dans ces échanges entre dirigeants marocains et algériens. Et voilà, après j'ai terminé. Là, depuis l'indépendance, hein, un certain nombre de sujets qui sont abordés. Les migrations, comme on l'a vu avec Demain, Nanterre, bidonville de la folie, qui décrit assez bien la vie dans les bidonvilles de Nanterre. Hein. Là, vous avez une mise en fiction, et là aussi, c'est une des premières bandes dessinées qui met en fiction les gentils Fennecs, à part le méchant Fennouk qui est un peu les cheveux noirs, et les méchantes hyènes. Hein. Là, le plus grand dessinateur de bande dessinée algérien, Slim, hein, avec son héros sympathique Zid Yabouzid, qui va être originaire de Oued-Besbès, hein, qui va être le grand défenseur de la révolution agraire. Hein, la révolution agraire, c'est les années 70, 75, etc., le Soukelfellah, tout ça. Donc, l'incorruptible Slim, hein, qui va devenir copain avec Zina, et surtout avec un des personnages très importants, c'est le chat Lemdigouti, hein, vous voyez, qui est là, qui est un personnage qu'on va voir dans toutes les bandes dessinées de Slim. Slim commence à être plus tout jeune, il dessine moins malheureusement, mais sur son site internet, on peut acheter ses bandes dessinées en téléchargeant. Voilà. Alors, dénonciation aussi du marché noir, avec cette bande dessinée, vous voyez, très ancienne, 83, hein, l'orchestre aux bananes, c'est déjà le trafic de bananes en Algérie. Ça ne change pas, puisque vous voyez, 20 ans plus tard, et encore toujours, 40 ans plus tard, toujours la spéculation sur les bananes en Algérie. La dénonciation des X mandats du président Bouteflika, hein, voilà, alors avec cette série des deux œuvres de Slim, il était une fois rien, alors c'est un peu, hein, vous voyez, algérien, c'est son jeu de mots à lui, son premier tome, c'est Il était une fois rien, après c'est Walou à l'horizon, avec un W, et après, mais c'est plus Slim, une autre bande dessinée que je vous conseille, parce qu'elle est vraiment très bonne, Walou à l'horizon, dont on va parler 3 minutes avant d'arrêter. Donc, Slim qui va dénoncer la montée de l'islamisme et des barbus. Hein. Slim qui est originaire de Oued-Besbès, qui n'est pas du tout en Kabylie, mais qui va être copain avec son copain Kabyle, là, qui est bouzidiste et qui vont se défendre à la fois contre les islamistes et contre les barbous du régime. Voilà, les bassistes. Voilà un dessin de Slim dans Interdit, hein, c'est un jeu de mots dont il a le secret. Hein, sur le podium, hein, vous voyez le moujahid dans les montagnes, après les colonels de l'armée, et puis après les islamistes, et puis après Fermé. Voilà, donc la dénonciation des islamistes, là on est dans les années 90 à 2000. Alors là, 94, c'est l'assassinat à Tizi Ouzou de 4 pères blancs, dont l'oncle de Morvandio, dessinateur de bande dessinée, qui va, dans ce tome-là, qui s'appelle d'Algérie, raconter un peu son voyage sur les pas de son oncle en Algérie, en particulier à Tizi Ouzou, où son oncle, Georges Chevillard, qui était originaire de Bretagne, a été assassiné en même temps que 4 autres, dont Charles Beckers, qui était autrefois belge, mais qui avait perdu la nationalité. Enfin bon, c'est une autre histoire. Une très belle bande dessinée, Petit-fils d'Algérie. Pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, c'est plein de très beaux schémas sur l'architecture algérienne, en particulier à Constantine. Là, c'est une très belle épopée d'une fille qui veut aller voir
sur les traces de son papa, de sa grand-mère plutôt, qui était petite agricultrice à Merouana, à l'époque du temps de la colonisation, ça s'appelait Corneille, donc dans le Bélesma, enfin au piémont de Lorès. Hein. Et puis alors là j'ai presque terminé, là c'est des pages beaucoup plus récents, dessinés malheureusement pas disponibles en France, hein. Khalid Bouhamel, hein, une barque et un espoir, hein, c'est la question comme on le devine sur la page de couverture des Haragas, c'est-à-dire de ces jeunes qui chaque semaine quittent les côtes algériennes sur des embarcations de fortune vers la Sardaigne ou vers l'Andalousie. Et souvent, ils n'y arrivent pas. Hein, ou d'autres passent par le Maroc, mais il y en a qui partent directement des côtes algériennes. Et chaque semaine, presque chaque jour, moi je regarde le journal télévisé algérien, l'armée fait état de tous les émigrés clandestins qu'elle a arrêtés. J'ai 2 minutes. Voilà. Alors voilà, Walou à l'horizon, je n'insiste pas, mais vraiment c'est une bande dessinée que je vous conseille. Nadir Walou, donc un Français, plus français que moi tu meurs, mais d'origine algérienne, qui part en Algérie pour essayer de retrouver le mari d'une Française qui s'appelle Monique. Le mari est devenu islamiste, et puis à la fin, ce mari islamiste, on va le retrouver. Alors, il arrive toute une histoire, c'est très très bien vu, c'est une bande dessinée que je vous conseille. Et à la fin, cet islamiste se convertit, il est devenu pasteur évangélique, voilà, en Kabylie. Voilà, donc c'est un peu. Non, c'est pas tiré par les cheveux, c'est un peu raccourci, quoi. Hein, voilà. Alors, juste une dessinatrice algérienne de talent, hein, Roulia Kouza, hein, Sofiane Belaskri avec cette bande dessinée là, en français et en arabe, Elia Mama, qui est la colombe. Et puis demain, Inch'Allah, donc je vous ai déjà montré une photo. Et je vous remercie de votre attention.